Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, de discuter avec un compatriote situé de l'autre côté de l'océan, alors que je reçois aujourd'hui, en fait, l'auteur Damien Coltis, qui est un, comme je l'ai mentionné, auteur et créateur de contenu français de jeux de rôle, que j'ai déjà reçu par le passé. Ça fait déjà un certain moment, 2023, j'ai été vérifié pour un montée de niveau, puisque Damien, eh bien, il est dans les deux pieds dans le monde du jeu de rôle francophone depuis quand même depuis plus de 18 années. Et ainsi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui aujourd'hui concernant son tout premier projet solo dans lequel il s'est lancé, Zombiology, qui fonctionne avec un système décent, un jeu d'horreur et de survie qui est de sa conception même. Donc, bonjour Damien, ça va bien? Ça va très bien, je te remercie. Je suis ravi de parler au public québécois. Tu sais, on en avait déjà parlé que Oui. j'ai un goût particulier pour ce pays dans lequel j'aimerais bien retourner en visite parce que j'ai des amis là-bas aussi. Et maintenant, j'en ai même plus, tu vois. Si je viens, j'aimerais bien te croiser en vrai, tu vois. Ben oui, Ce ça serait serait chouette. cool, ça serait cool. Ouais, Regarde, c'est clair. prochaine occasion, soit moi quand la prochaine fois je viens en France, ou toi la prochaine Oui, fois toi qu'il y a... aussi, j'ai Oh, vu que oui. tu étais venu en France il n'y a pas longtemps, là. Oui, oui, pour la première fois de ma vie, en fait. Mais En plus, écoute, ah, génial. oui, oui, première fois. J'ai adoré. C'était l'Alsace, c'était super beau. Bon, bref. Ah, trop bien. Euh, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. J'aimerais que tu me parles. En fait, fais-moi une présentation très sommaire de ce qu'est Zombiology, même qu'on peut avoir une petite idée quand même avec le titre, mais je serais curieux d'avoir vraiment ton pitch de vente à toi. Pitch de vente. Mais un pitch de vente, il est un peu compliqué parce que c'est d'abord une envie de faire du zombie, mais en général, c'est-à-dire tous les genres de zombies. Et donc, je pense un peu, moi, j'ai pensé le jeu comme une boîte à outils pour jouer zombie, comme voilà, tous les types de zombies, etc. Évidemment, dans le premier bouquin, il y a les zombies classiques et il faudra attendre la suite de la gamme, les autres ouvrages. J'en ai prévu 5 pour développer tous les autres types de zombies. Je sais pas, zombies fongiques, zombies intelligents, zombies cyber-zombies, je sais pas, voilà, tous les zombies mutants, tout ce qu'on veut. Donc ça se veut un peu une boîte à outils et ça tourne autour du système de jeu, donc avec une mécanique de descente qui est différente. Donc on va dire que l'aspect technique c'est vraiment de proposer une boîte à outils pour faire du zombie, mais comme vous l'aimez. Voilà. Et l'autre chose qui vient se greffer là-dessus, c'est que j'avais une grosse envie d'écrire des scénarios qui sortaient un petit peu, je dirais, des poncifs un peu américains ou d'une façon d'écrire à l'américaine les scénarios. Toi qui connais bien à la fois le marché américain et le marché français, je pense que tu sais bien que l'écriture de scénario, elle a parfois un goût particulier en France par rapport aux US. Mhm. Et, Oui, euh, oui. et euh, voilà. Et moi, notamment, j'étais très attiré par tout ce qui était psychologique, drame, les aspects réalistes, pour en faire des aventures, bien sûr. Et du coup, des choses que j'ai pas forcément lues par ailleurs beaucoup dans des scénarios de zombies. Même si quand on s'intéresse beaucoup aux genres zombies, euh, ça a été, voilà, il y a plein de choses, notamment The Walking Dead, la BD a montré qu'on pouvait faire plein de trucs très psychologiques comme ça. Donc Mhm. c'était une envie d'écrire des scénarios comme ça, très, je sais pas comment dire. J'ai vraiment l'impression que j'ai un truc à apporter en termes de scénario, en termes d'écriture de scénario. En étant longtemps dans le milieu, j'ai l'impression qu'il y a des manques dans les scénarios du commerce. Ils sont souvent un peu décevants, un peu faibles, un peu faut les retravailler, etc. Et donc j'avais une espèce de d'envie de me mettre au défi, d'essayer de proposer un truc très prêt à jouer et en même temps très intéressant à faire jouer, avec des idées de mise en scène, avec des choses comme ça. Et ça, tout ça, Mhm. ça s'est cristallisé autour d'un univers à secret en réalité, dans lequel j'ai inscrit les scénarios et la campagne, et les campagnes, parce qu'il y en a deux qui commencent dans le premier bouquin, qui est une pandémie mondiale qui aura lieu en 2029. Donc prépare-toi, hein, je t'ai averti. Oui, c'est ça, hein, ça fait, il reste Euh, pas beaucoup de temps. Initialement, j'avais prévu la réélection de Trump déjà dans mon setting avant qu'il soit Ah ouais, réélu. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ouais, en c'est ça. 2029, il y a une pandémie mondiale et évidemment, il y a des grands secrets derrière tout ça. Enfin, pas évidemment, non, mais voilà, c'est ce que je voulais faire et qui vont donner lieu notamment à une campagne un peu storyline où les PJ vont pouvoir découvrir les origines de cette pandémie, etc. Donc tu vois, mon pitch, c'est bah ouais, je fais un jeu de zombies. Tu peux utiliser le Mhm. genre, etc. Mais en fait, comme tu vas pouvoir tout faire, c'est difficile de lui trouver un pitch
hyper catchy, tu vois. Mhm. Mais et de l'autre côté, ben, j'ai des super scénarios avec un univers à secret, mais il a des secrets, donc je peux pas te les dire parce qu'il va falloir les découvrir. C'est ça qui va Oui, faire c'est correct. tout le sel. Et en même temps, une façon de présenter les scénarios qui me semble vont si les gens jouent avec, les gens vont vraiment se rendre compte de cette sorte de, je sais pas comment dire, plus-value quoi que j'essaye d'apporter là. Mhm. Mais voilà, donc c'est assez difficile à porter comme ça. Mais si vous aimez le zombie et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, par contre, derrière, c'est une fois que la porte d'entrée est ouverte, je peux vous expliquer bah, le système, les scénarios. Et Mhm. là, peut-être que ça va vous intéresser, je l'espère. D'ailleurs, je pense que ça peut plaire bien au-delà des gens fans de zombies, en fait. C'est pour moi, j'écris vraiment des scénarios à partir du moment où on aime un petit peu le contemporain, fantastique, un peu horreur, et aussi un peu survie, mais pas que, hein, je pense que ces scénarios-là, ils peuvent plaire bien au-delà du zombie. Voilà, Mhm. encore une difficulté pour moi. Je savais que ce serait difficile de faire tout ça, mais je pense que c'est ce défi-là qui m'a plu, quoi. Et en fait, je suis très content du résultat. J'espère vraiment que tout ce que moi je pense voir dans le jeu, j'espère que les gens, eux, vont le voir en le découvrant, quoi. OK. Ben écoute, Voilà. je trouve que tu l'as très bien vendu. Puis d'ailleurs, pour les gens qui écoutent cette vidéo, au moment où celle-ci sera publiée, la campagne de zombiologie sera encore en cours, bien entendu. Donc, tous les liens qui mènent vers la campagne de financement vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Mais non, je trouve que tu le vends très bien parce que justement, même si le thème, tu sais, on s'entend le thème zombie, on en a parlé un peu préalablement en l'enregistrement, c'est pas nécessairement, on va dire, ça reste que c'est pas le médiéval fantastique, c'est l'espèce de thème central qui Ouais, vient chercher exact. tout le monde, là. Mais, malgré tout, je trouve justement pour baigner beaucoup dans, on va dire, le monde francophone et le monde anglophone en même temps, je trouve que tu réussis quand même à tirer ton épingle du jeu de la façon que tu me viens de me le présenter, parce que ton pitch fait en sorte que c'est un jeu justement qui est très modulable et qui est quand même aussi assez transformable selon les désirs du maître de jeu, alors que je trouve personnellement, de mon humble avis, que en France, ce qui est beaucoup popularisé ces temps-ci, ça reste que c'est des jeux à univers déjà existants ou des jeux à des univers très forts, très thématiques, très tangibles. Alors que là, quand même, je trouve que tu offres ainsi quelque chose qui réussit à se différencier de ce qu'on peut voir, par exemple, du moins à ce moment même, soit dans les financements participatifs ou dans les produits qui sont déjà accessibles. Fait que pour ça, je te lève mon chapeau. Mais tu l'as Puis, mentionné, ben écoute, ça fait plaisir. Tu l'as mentionné en préavis que c'est vraiment le thème du zombie qui t'avait intéressé à la base. Ça faisait partie un peu de mes questions sur l'œuf ou la poule. Est-ce que c'était la thématique ou la mécanique qui était arrivée en premier? Mais là, tu viens me parler de la thématique. Et je serais curieux de savoir un peu, ben, ça vient d'où cette prémisse-là? Est-ce que tu as toujours été un gars qui aimait les histoires de zombies en général ou ça a vraiment été, tu cherchais c'est quelque chose puis justement ça a été... l'inverse. Ouais, ok. Ouais, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai été traumatisé par le film Alien quand j'arrive pas trop à savoir, mais j'imagine que je devais avoir 7 ans, 7-8 ans, je sais pas trop. J'étais trop jeune pour le voir, donc j'ai traumatisé. Donc après ce moment-là, j'ai plutôt évité tous les films d'horreur en général. C'est Ok. vraiment, en revanche, à travers le jeu de rôle, à travers mes lectures de Lovecraft quand j'étais très jeune adolescent, en revanche, j'ai toujours adoré l'horreur. Tu vois, mais en film, non. Et comme le zombie était très populaire plutôt dans ces films, Mhm. moi, les zombies, c'était les zombies médiévaux fantastiques, tu vois, plutôt du Medfan. Et donc, voilà, il y en avait plein mes parties, comme tout le monde, je dirais, pas plus ni moins. Mais je suis passé à côté un peu vraiment de la culture zombie, notamment des films et puis plus tard des séries télé. Et quand j'ai quand je sais plus si c'est la BD Walking Dead, non, je pense que quand l'ouvrage de Max Brooks, World War Z, est sorti, Oui. quelqu'un m'en a parlé en me disant que c'était très bien. Et je pense quand même que j'avais dû tomber un peu sur le succès de The Walking Dead déjà. C'était le début du succès du comics. Et voilà, j'ai adoré ce comics-là. Quand est arrivé Max Brooks, là, c'est là que j'ai eu envie de faire un jeu de zombies. C'est-à-dire son roman, parce que je parle pas du tout du film, hein, je parle du roman, Mhm. Ouais, qui est ouais, très ouais. différent. Le roman, c'est des témoignages de guerre, après une guerre contre les zombies.
à notre époque moderne, hein, on va dire. Et en fait, ces témoignages vont depuis le début de l'arrivée des zombies, l'outbreak, jusqu'à la fin de la guerre, quand les humains, entre guillemets, ont gagné, quoi. Mhm. Et tout ça décrit donc des tonnes de témoignages différents, de situations différentes, des situations d'outbreak où le zombie n'est pas censé exister et il arrive, des situations de, comment dire, de pré-apocalyptique, on va dire, des situations post-apocalyptiques quasiment. Et puis aussi la victoire, ça décrit aussi la victoire qui est vachement intéressante. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est très vaste, quoi. C'est là que j'ai pris conscience du fait que le thème du zombie était hyper vaste et que bah, on pouvait jouer plein de scènes très différentes. On pouvait aussi jouer de la survie, qui est quelque chose qui, en général, est assez mis de côté dans le jeu de rôle. On en parle tous beaucoup de jouer en mode survie, mais finalement, les jeux où on peut mourir, où c'est dur et où ça repose entre nos mains, ils sont pas très nombreux. On en a joué à un ensemble avec DCC, C'est de vrai, John ouais. Call Classic, mais en fait, ils sont pas si nombreux que ça. Et moi, je Mhm. trouve que c'est ce qui est palpitant en termes d'action quand on est face à des zombies, c'est évidemment ce moment où la survie est en jeu, quoi. Et si c'est que le MJ en fait qui nous fait vivre un truc un peu narratif, ça peut être super sympa sur une partie, etc. Mais ça peut être aussi super sympa quand c'est joué comme on joue un peu plus le Medfan, c'est-à-dire où t'es, qu'est-ce que tu fais, tiens, aide-moi, si tu m'aides Mhm. pas là, je vais y passer, alors bah mince, j'ai que 2 actions, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, tout ce côté un peu des décisions qu'on doit prendre en plus du hasard des dés qui arrive et qui vont faire qu'on s'en sort ou pas. Et donc il me fallait voilà, c'est un peu tout le package comme ça qui est sorti après la lecture de Max Brooks. Et à partir de ce moment-là, j'ai refait ma culture zombie. En fait, je suis Avec les reparti films. 1965, je sais plus si c'est 1965, Night of the Living Dead. J'ai découvert aussi plus tard, comment dire, White Zombie, là, le premier film de zombie de l'histoire du cinéma Oui. américain, enfin du cinéma tout court, du coup, il me semble. Et voilà, j'ai refait ma culture à partir de ce moment-là sur tous les trucs zombies. Et en fait, bah, voilà, je me suis régalé à faire ça. Voilà, et depuis ce moment-là, j'ai envie. Mais pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais ça a commencé par la thématique. Non, ça a commencé par la mécanique. OK. Donc, tu savais déjà à la C'est-à-dire, base que ça allait être un dessin. ouais, OK. j'ai envie depuis très 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 longtemps de, euh, de, de, de proposer un système décent qui me convienne. Hein, parce avec l'âge, on grandit, etc. Parfois, il y a des systèmes qui nous conviennent plus autant qu'avant. Et moi, j'avais des envies autour du dessin où je trouvais pas chaussure à mon pied. Le dessin, il est très, le D20 est très, comment, pas homogène, mais en fait, il règne beaucoup sur le médiéval Mhm. fantastique, on le sait, mais depuis qu'il y a eu la licence libre notamment, et du coup l'explosion des house rules, etc., on a plein de variations. Et donc, on peut trouver chaussure à son pied. Le basic system, lui, il est autant, comment dire, homogène, c'est pas le mot. Le vrai mot, c'est, il m'est passé dans la tête, mais dominant, quoi, on va dire. Il est très Mhm. très dominant dans le dessin, notamment sur le contemporain fantastique. Mais en revanche, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ce déferlement on triture le système pour en faire d'autres choses, pour amener d'autres Mhm. choses. Il y a pas trop eu ça. Et du coup, c'est ça qui, je pense, qui a généré un manque chez moi. C'est comme j'ai connu la vague du D20 qui a explosé ses mécaniques dans tous les sens. On a exploré plein de choses et c'était passionnant et ça l'est encore d'ailleurs, évidemment. Eh bien, j'avais envie un petit peu de cette même émulation, mais autour du dessin. Donc, il y Mhm. avait cette envie-là. Et puis, très vite, quand j'ai eu cette histoire de zombies, très vite, je me suis dit, mais attends, le zombie, c'est du contemporain fantastique. Le contemporain fantastique, pour moi, hein, c'est mon goût personnel, mais pour moi, ça se joue avec un dessin, parce que le dessin, il a un côté moderne, il a un côté, c'est le côté statistique un petit peu qui lui donne ce côté qui est finalement qui parle un peu, je trouve, Mhm. au contemporain, quoi, on va dire. OK. Donc voilà. Intéressant, intéressant. Parce que oui, il existe, tu sais, on s'entend, il existe une forme de licence pour le basic role-playing game, mais c'est pas non plus
on va dire, C'est la récent. version du... C'est récent, oui, c'est très récent, mais Ouais, c'est pas c'est non hyper plus récent en fait. si popularisé que ça, non. Ça reste que c'est très ancré dans, justement, l'appel de Cthulhu. Et, tu sais, Chaosium, il essaye, à gauche et à droite, de faire certaines tournures et certaines tangentes avec d'autres gammes, mais ça reste que ce n'est pas autant populaire que, 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 que peut l'être, justement, l'appel de Cthulhu. Fait que je trouve ça intéressant de voir, justement, Ouais. l'approche que tu vas avoir du dessin, mais juste un peu pour continuer dans cette avenue-là, est-ce que tu pourrais comme juste nous décrire un peu la mécanique générale du fonctionnement du dessin, outre que j'imagine que ça doit être ce qu'on dit en anglais du roll under, donc rouler le plus bas possible en dessous d'un seuil de réussite qui est associé à des caractéristiques? Alors en fait, c'est aussi un jeu avec compétences, mais où on n'a pas une Ok. liste de compétences. On a juste les compétences qui définissent notre personnage. Donc on en a 12. Les choses qu'on a développées du fait un peu de notre milieu social ou de notre enfance, etc. Parce qu'il y a 3 catégories de compétences. Ce qui sont appelées des formations. Donc la formation de classe sociale, on a une liste de compétences plutôt de choses qu'on a développées plus jeunes. Ensuite, on a notre formation professionnelle avec les compétences qu'on a développées dans notre milieu professionnel. Et enfin, on a la formation loisir, où là, c'est des compétences vraiment très, très variées, qui sont les choses qu'on a, nous, appris par nous-mêmes, à côté dans notre vie, quoi, entre guillemets. Donc, on a une liste de compétences qui définit qui on est, et tout le reste, on n'a pas. Mais ces pourcentages-là vont s'associer au pourcentage d'une caractéristique. Donc là, c'est hyper simple, compétence plus caractéristique. S'il y a des modificateurs en fonction de la difficulté, on les applique. Et on a, à partir de ce moment-là, un pourcentage, donc, et on doit faire effectivement un roll under, comme tu disais. On doit lancer le descend, on doit faire en dessous de notre pourcentage testé. Mais c'est là que ça change. C'est que il faut faire le jet le plus élevé possible. Ok. C'est-à-dire, en Ok. fait, Ah ouais. Ok. quelle que soit la situation, quand tu jettes le dé en tant que joueuse, joueur, plus ton jet il est élevé, mieux c'est pour toi, que tu réussisses ou pas. C'est-à-dire, si tu as 60% de chance de réussite et que tu fais 54, ben, c'est un bien meilleur résultat que 0,2. 0,2, 0,1, ça veut dire que tu as réussi de justesse. C'est au ras des Ok. pâquerettes. Si tu fais plus de 50 et que c'est réussi, ça commence à être des réussites flamboyantes, enfin réalisées avec maîtrise plutôt, avec vraiment voilà. Et si tu loupes, il vaut mieux faire 99 qui est un échec, mais tu as failli réussir, tu vois, vraiment tu as échoué, mais c'est dommage, c'était vraiment pas loin, que échouer à 34 parce que tu avais très peu de chances de réussite. Par exemple, tu avais 25% de chances de réussite et ton dé c'est 34, parce que 34, bah, ça va être la cata. Tu as vraiment loupé. Et l'intérêt de cette lecture directe, parce que c'est du roll under mais en lecture directe du coup, c'est qu'en fait ça amène une fluidité aux parties qui est énorme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs. Une fois que tu as passé caractéristiques plus compétences, en plus de caractéristiques c'est tout en dizaines, donc ça s'additionne très vite. Et tu as juste à lire le dé, et narrativement, le MJ va pouvoir interpréter super facilement les dés. Et ça, c'est hyper agréable. Vraiment, ça apporte de la fluidité. La magie de cette lecture directe, c'est qu'en fait, comment dire, le pourcentage de réussite que tu as, il va déjà auto-calculer, d'un certain point de vue, le type de réussite que tu peux faire. C'est-à-dire que si tu n'es pas très bon dans un truc et que en plus c'est difficile, eh bien, même si tu réussis, tu vas jamais pouvoir faire un truc réellement exceptionnel, quoi, tu vois. Et donc, Ouais, dans oui, je les dés, comprends. quand tu vas interpréter les dés, tu as peu de chances de réussite, genre 30%, tu as fait 25, en fait, c'est génial. Et donc, tu as réussi et tout va bien. Mais 25, quand le MJ va le décrire, tu as réussi, mais tu n'as pas réussi de manière flamboyante, quoi. Alors, Mhm. évidemment, il faut intégrer quand même les critiques qui, eux, amènent la chance. C'est-à-dire que le résultat de ton dé, c'est plutôt le résultat de ta maîtrise des événements. Et le critique, c'est la chance. Le critique, c'est sur les dizaines, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sont des critiques. La question, c'est est-ce que ce sont des réussites critiques ou des échecs critiques? Toujours pareil, on compare avec le pourcentage testé. Si j'avais 65% de chance et que je fais un 60, c'est réussi, c'est une réussite critique. Mais si j'avais 55% de chance de réussite, si je fais ce même résultat de 60, eh ben en fait, ça va être un échec critique. Et là, c'est pareil, c'est la magie du truc, c'est que
cette lecture directe, sans faire aucun calcul, le système va te donner plus ou moins de chances de faire un critique en fonction de si tu as beaucoup de chances de réussir l'action ou pas. Parce que si j'ai 30% de chances de réussir, j'ai que 3 chances de faire un critique, 10, 20 et 30. Alors que si j'ai 85% de chances de réussite à un jet, parce que je suis hyper fort et que la situation est facile ou quoi que ce soit, eh ben, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. J'ai 8 chances sur 100 de faire un critique. Et on voit bien, oui, sachant que pour comparer avec un D20, on a une chance on a 4 chances sur 100 de faire un critique. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire que, en fait, un truc très compliqué statistiquement parlant à gérer, on n'a pas à le gérer. On lit le dé, c'est tout simple. Et c'est beau, c'est intéressant parce que moi, j'adore. Oui. En fait, tu en parles, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve ça beaucoup plus intuitif à comprendre et à mettre en pratique que les niveaux de réussite, comme on peut voir justement dans le BRP, dans le sens que c'est je pense que c'était le 25 ou 50%, ou non, c'était le tiers ou le quart de ta caractéristique. Ouais. Ils ont évolué tout ça. Avant, à un moment, il fallait faire peut-être des calculs, etc. Ouais. Mais tu sais, la lecture directe, ça reste Greg Stafford quand même, parce que c'est Pendragon. Alors, c'était avec un D20. Oui. Mais c'est Pendragon, hein, donc il faut rendre à Chaosium quand même. Oui, il faut. Oui, non, c'est juste différent, non, mais c'est différent. C'est des envies différentes. C'est des envies différentes, en fait, de jeu, quoi. C'est pas. Ouais. Oui, mais on voit le BRP. Oui, hein. Oui, je suis pas du tout. Regarde, on n'est pas dans une vidéo où est-ce qu'on a fait que taper sur le BRP. On est là pour non. La promotion de ton jeu. Mais personnellement, je trouve ça plus intuitif en ce sens. Et je serais curieux de savoir justement si tu avais déjà cette prémisse à la base pour le dessin et que tu voulais déjà mettre de l'avant cette mécanique-là dans le contexte de ton jeu. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué à mesure que tu faisais la conception de ton jeu? Est-ce qu'elle a changé à mesure que tu avais des retours sur des parties maison, des playtests que tu as fait, ou c'est resté quand même globalement, sensiblement la même chose? Alors, tu sais, la base du système de vouloir faire en dessous et le maximum possible, ça n'a jamais évolué, parce que je dirais, c'est ça qui m'a donné. C'est sur ça que je me suis dit, j'ai envie de faire un système dessin. C'est cette idée-là qui a été déclencheuse, enfin, c'est d'avoir pensé à ça qui m'a donné envie de le faire. Après, c'est vrai, en termes de détails, il y a énormément de choses qui ont changé avec les playtests. Je ne sais plus combien, je crois qu'il y a genre 400 joueurs, je crois, et joueuses qui sont passés en playtest sur le jeu, avec beaucoup d'entre eux qui ont fait des retours. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même. Les playtests, c'est vraiment excellent pour avoir des retours. Je ne pensais pas que c'était si bien, parce que des fois, on a l'idée que peut-être les retours vont pas être intéressants, ou ils vont pas comprendre l'esprit, et donc ça va être des retours qui sont un peu hors sujet. Et en fait, moi, de tous les retours que j'ai eus, je crois qu'il n'y a qu'un seul retour où je n'ai rien modifié dans mon texte derrière. Okay. Donc, c'était vraiment ultra bénéfique. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à ces playtests. Et il y a le critique qui a changé, parce qu'avant, je l'avais mis sur les doubles, c'est-à-dire 11, 22, etc. Et en fait, quand on fait le tableau pour expliquer un peu les stats, pour ceux qui aiment bien, et ben en fait, il y a des incongruités qui arrivent en fait dans le tableau, alors que 10, 20, 30, c'est pas le cas. Et donc, à l'usage, j'ai trouvé que c'était mieux de faire 10, 20, 30, 40. C'était plus simple. Oui, mais c'est à peu près ce truc qui a changé. Après, il y a des détails, mais là, on passe à l'autre étape, c'est-à-dire que ça, c'est la base du jeu. Mais ensuite, il y a des règles d'affrontement. Et le truc qui était hyper important, comme c'est un jeu de zombies, c'était d'intégrer à la fois les notions de stress, qu'on connaît bien maintenant avec des jeux comme Alien, que je vois derrière toi, mais également aussi la dimension psychologique et mentale, qui était pour moi primordial, et je voulais que le jeu soit totalement symétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de trucs pour l'affrontement physique que pour les affrontements et les conflits mentaux, c'est-à-dire sociaux et psychologiques. Et ça, je trouve ça important pour évoluer dans un univers de zombies, où justement le zombie parfois peut être un simple prétexte à un scénario.
ou à une ambiance. Et tout va se passer entre humains. On n'est pas obligé, évidemment, on peut faire des trucs avec plein de zombies partout, hein. Mais je voulais que ce soit possible. Et donc, le système est construit sur une totale symétrie. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui, je pense, est je pense la chose la plus originale de ce système-là, qui s'est formé autour de mes playtesters principaux. C'est un peu qui ont eu l'idée, hein, en tout cas, qui m'ont vraiment aidé à aller jusqu'à ce que c'est aujourd'hui. Donc, je les remercie. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, tout conflit social ou tout impact psychologique, quand on voit un zombie pour la première fois, ou quand on voit des choses horribles, on assiste à une torture ou des choses comme ça, pour parler des trucs les plus horribles. Mais tout ça, en fait, ça correspond à une attaque mentale, aussi bien que dans un conflit physique, ce sera une attaque physique. Donc, on va gérer ça de la même manière. Avec potentiellement aussi, on peut se défendre si on a des, par exemple, si quelqu'un essaye de nous intimider, mais qu'on est très diplomate, très négociateur, on va pouvoir s'opposer à lui. Enfin, voilà, un petit peu comme on se défend dans un combat parce qu'on a appris des techniques pour se défendre. Donc, c'est vraiment, la symétrie se retrouve. Et ensuite, un truc qui était important, c'était que du coup, ce qu'on néglige souvent, c'est que quand on est affecté mentalement, en fait, ça nous affecte aussi dans nos actions physiques. C'est-à-dire, tout le monde le sait, quand on passe au tableau à l'école et que tout d'un coup, on est dans le stress et que ça va pas, tout d'un coup, le truc qu'on connaissait par cœur à réciter, on n'y arrive plus. Oui. Et donc, l'idée, c'était que les attaques mentales, donc, elles produisent des malus sur nos jets. Et il se trouve que sur le combat physique, c'est la même chose, il n'y a pas de point de vie. Les blessures provoquent des malus également. Donc, pareil, on garde la symétrie. Je te prends un exemple. Quelqu'un, désolé si les gens regardent, c'est souvent l'exemple que je sors, ce qui est très parlant, mais imaginons que toi, tu tiennes en joue un ennemi, quoi, quelqu'un, un gars qui t'en a fait des vertes et des pas mûres, et tu le tiens en joue avec ton pistolet, et tu lui dis de s'arrêter, etc. Lui en face, il s'arrête, ok, mais par contre, il se dit, je suis un filou, je vais faire une attaque de bluff, donc je vais utiliser mon arme sociale de bluff pour lui dire attention derrière toi, tu vois, en espérant que ça marche, tu vois, le coup. Le classique coup derrière toi, regarde. Classique, quoi. Ouais. Pour juste qu'il tourne la tête, pour que lui, hop, il y a une porte juste à côté, pouf, il s'engouffre dedans, voilà. Eh bien, il va faire son jet d'arme sociale, et s'il réussit pas, il réussit pas, donc. En tant que toi qui tient en joue, tu fais ce que tu veux avec ton PJ derrière, c'est à toi de jouer. Mais si il réussit, c'est-à-dire qu'il a fait un bon bluff, d'accord ? Il a réussi son jet. Et là, moi, je laisse toujours le choix aux joueurs et aux joueuses de décider ce que vont faire leurs personnages. Ça veut dire que toi, avec ton pistolet, tu vas devoir décider ce que tu fais derrière. C'est-à-dire, soit tu te dis, il a réussi son jet, donc je vais dans le sens de la manière dont il m'a influencé, et on s'arrête là. On lance pas de dégâts comme on le ferait dans une attaque physique, tu vois, parce que en fait son truc a marché et toi tu dis il a marché, moi je tourne la tête pour voir s'il y a pas quelqu'un derrière. Donc voilà. Mais l'autre possibilité, c'est de dire non, lui c'est un filou, moi je le connais, ça fait déjà un moment que je cours après, il n'y a pas moyen, je tourne pas la tête. Et là on va dire ok, mais comme lui il est très bon en bluff et qu'il a réussi son jet, il va lancer les dégâts. On va comparer à tes seuils mentaux, quoi, tes seuils de santé mentale, entre guillemets, enfin de résistance mentale. Et du coup, en fonction de ça, tu vas avoir plus ou moins des malus qui vont s'appliquer à toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, s'il se décide à essayer tu t'es pas retourné, mais bon, il veut pas se laisser capturer, donc il décide de quand même aller se jeter dans la porte dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que si toi, tu décides de lui tirer dessus ou voilà, et en fait, comme son truc avait marché, dans un coin de ta tête, t'avais quand même un doute, quoi. Parce que son bluff a marché. Il y a quelqu'un derrière toi. Donc, tu es distrait. Donc, au moment où il part, tu n'es pas aussi performant que si tu étais bien concentré. Et donc, les malus qu'il t'a infligés s'appliquent à ton jet. Tu vois ? Et concrètement, les malus s'appliquent comment ? Si le but du jet, justement, c'est de lancer en dessous, par exemple, de son seuil, mais le plus haut possible ?
Alors, il s'applique au pourcentage que tu testes, comme un modificateur. C'est-à-dire, toi, tu dois tirer, par exemple, tu es très bon en tir, tu as une arme à feu parce que, je sais pas, tu es flic, ta Mhm. compétence, tu as 45% de chance de réussite, et en plus, en dextérité, tu as, je sais pas, t'as 40, donc on en est à combien là? 85% de chance de Ah réussite ouais, quasiment, c'est oui. ça, donc tu es très bon. Et bien, lui, en fonction de son score de dégâts d'attaque mentale, il va peut-être infliger un malus de moins 10% ou de moins 20, voire de moins 30 ou de moins 40, tu vois. Voilà. Puis après, il y a les modificateurs à prendre en compte aussi généraux, hein. Je ne sais pas Mhm. s'il pleut, etc., etc. Donc voilà. La particularité, si tu veux, des malus, comme il n'y a pas de point de vie, les malus que tu prends, ils vont avoir une nature, enfin, il y avoir pas une nature, mais une fréquence plutôt. C'est-à-dire, OK. typiquement, les malus sociaux, souvent, c'est des malus qui durent l'espace d'un instant, hein. Donc, ils vont avoir une fréquence. Si on est en combat, on va en round, par exemple. Ou si Mhm. on n'est pas en combat, ça va être en minutes que ça Mhm. va se compter. Ça veut dire que tous les rounds, toutes les minutes, tu auras une chance d'annuler ce malus. En revanche, même si c'est vrai aussi du mental pour certaines agressions mentales très très violentes qui vont laisser des marques, des séquelles, etc. Donc voilà. Mais beaucoup plus pour les actions, pour les blessures physiques, il va y avoir des fréquences en heures, en jours, en semaines, voir si une blessure est mal soignée en mois ou en années, tu vois. Et donc, quand on prend des malus, ils ont toujours une fréquence euh, qui permet d'apporter le côté réaliste de l'impact de règles du côté de la blessure Mhm. narrative, quoi. Un truc que j'ai oublié Et de te dire, bah, vas-y, oui, pose-moi la oui. question, parce que je fais un peu hein, le tunnel. Non, non, mais c'est correct, mais je trouve ça vraiment, pour vrai, je te l'avoue franchement, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis quelqu'un habituellement d'assez, je dirais, je suis très progressif en général, mais je suis très conservateur dans ma pratique de dés. J'aime beaucoup, tu sais, je suis très, mon petit D20, mes petites mécaniques de D20 de base, tout ça. Mais tout ce que tu viens de me dire, j'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'aime vraiment, vraiment Ah, beaucoup. c'est cool. Ma question étant, est-ce que c'est le rôle du joueur ou de la joueuse de garder en note on va dire en quelque sorte, ces malus négatifs occasionnés par une blessure, ou le maître de jeu les garde aussi en note pour justement pouvoir les utiliser et les mettre en pratique à des moments qu'il considère appropriés? C'est qui a un peu le rôle de devoir En gérer tout fait, ça? si tu veux, le jet de dégâts, Oui. il va déterminer, on va le comparer on a 4 seuils de santé, que ce soit pour le mental ou pour le physique. Et donc, si ça dépasse que le premier seuil, ça va nous infliger un malus. Le Mhm. deuxième, 2, le troisième, 3, le quatrième, 4. La question après, c'est est-ce que c'est un malus euh, de choc, c'est-à-dire très temporaire? On parlait tout à l'heure ça dure en gros en round, etc. Et à ce Mhm. compte-là, on le note dans les malus de choc. On sait que tous les rounds, on peut essayer de les enlever. Soit c'est une véritable blessure. Et là, quand c'est une véritable blessure, euh, ça va dépendre des armes. Par exemple, quand tu donnes des coups de poing, au départ, c'est du choc. Mais quand tu tires avec une arme à feu et que ça touche, c'est toujours une blessure, quoi. Et les blessures, Mhm. elles, ont des fréquences plus élevées de base, c'est-à-dire si par exemple tu prends 3 malus de blessure sur un tir à l'épaule, par exemple, le premier malus, la règle est toujours la même, hein, donc elle est simple et elle est notée sur la fiche, c'est tout simple. Le premier malus, il est en heure, le deuxième, il est en jour, et le troisième, il est en semaine. Et donc OK. après, la question, c'est les soins. Parce que le gros enjeu de la survie d'un jeu réaliste, je me suis aperçu que c'était pas la mort violente. La mort violente survient très peu quand tu regardes les études. Donc, une des études sur lesquelles je me suis basé, c'est une étude française sur les attaques violentes, les agressions violentes en France. Donc, OK. avec les couteaux, les pistolets, les armes à feu, etc. Et en fait, le nombre de morts est vraiment pas très nombreux, le nombre de morts sur le coup, Mhm. parce que il faut vraiment que la balle elle aille bien dans la tête au bon endroit pour qu'on en meure tout de suite, ou pile dans le cœur au bon endroit pour qu'on en meure tout de suite. Mhm. Voilà. Et donc c'est la prise en charge des soins
qui est déterminante sur la survie de quelqu'un qui est blessé par agression violente, quoi. Et donc c'est très très intéressant dans un jeu de survie aussi, parce que dans un jeu de zombies, parce que tant que c'est l'outbreak, c'est-à-dire les zombies arrivent, mais il y a encore le matériel, il y a encore les médecins, et ben en fait on va pouvoir survivre de certaines choses, en tout cas d'actions violentes, etc. En revanche, quand dans un monde post-apocalyptique, bah, l'enjeu des médicaments et de la prise en charge voilà, donc survivre dans un monde post-apocalyptique, ce sera plus dur. Bon, je digresse un peu, mais voilà. Donc c'est géré comme ça. Le truc que j'aimais bien avec cette histoire de fréquence, c'est que moi, dans Donge, j'ai toujours ce problème mais qui est personnel, hein, qui est que ouais, mon truc dure un des 4 rounds, d'accord. Enfin, donc je lance mon dé, je fais 4. Mais du coup, c'est 4 rounds à partir de quel round déjà? À partir du round où on est ou à partir du prochain? Donc tu vois, j'ai déjà un problème là. J'ai déjà un problème là. Et ensuite, au bout de 3 rounds, et ma mémoire étant ce qu'elle est, je peux avoir complètement oublié combien de rounds se sont écoulés, tu vois, si j'ai pas pensé à mettre un petit dé. Et donc la fréquence que je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait tous les rounds, tout le monde sait que s'il a par exemple des fameuses malus de choc, bah, tous les rounds, tu as 50% de chance d'effacer un malus de choc. Donc tu commences par ça pour voir si tu en as un qui s'en va, puis après tu continues. Et donc j'ai vraiment essayé d'opter toujours pour des mécaniques qui sont peut-être pas hyper répandues ou même parfois un petit peu contre-intuitives, mais en fait quand tu joues avec, elles vont, une fois que tu as compris comment ça marche, elles vont avoir une fluidité qui, moi-même, ça m'a épaté. Je pensais pas que j'arriverais à faire ça. Avec, bon, cette contrainte qu'il faut que je l'explique, qu'il faut que tu le lises, parce que c'est pas les mécaniques qu'on a l'habitude de voir dans nos grands classiques, etc. Mais la rapidité de la lecture directe, la simplicité de ces blessures qui, en même temps, en fait, décrivent beaucoup de choses de par leur fréquence. Elles vont impliquer le narratif, quoi. C'est-à-dire, tu t'es blessé à la cheville, enfin, à la jambe, et en ton niveau de blessure, et bien en fait, t'as encore un malus en jour que tu n'arrives pas à effacer au bout de 2-3 jours. Narrativement, direct, tu l'interprètes, quoi. Ça te parle, tu te dis, en fait, ouais, j'ai encore mal. Enfin, et ça peut même provoquer du roleplay. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé en plus de la simplicité. Et j'ai pas fini sur la symétrie. J'ai sans doute un des trucs les plus intéressants de tout ça, c'est que tu sais, quand on te tire dessus. Ah oui, ça m'arrive toujours. Pour un jeu réaliste, ouais, dans un jeu de rôle. Moi, j'adore en jeu de rôle ce que je déteste dans la vie. Hein. Oh oui, exactement. Quand on tire dessus, dans un jeu réaliste, c'est important moi, je trouve, de savoir où tu es touché. Tu sais, la localisation. Donc, le dé, notamment le chiffre des unités du dessin va indiquer en même temps la localisation. Donc pareil, là, pour éviter de jeter plein de dés, de ralentir l'action, etc. Et si jamais tu as un gilet pare-balles, par exemple, et que je tire sur ton torse, et ben sur ton torse, ton gilet pare-balles, il va te protéger. Ça va réduire les dégâts, tu vois. Mais si je te tire dans le bras, évidemment, ça réduit pas les dégâts. Donc ça, c'est dans le physique, c'est hyper classique, on a tous l'habitude. Mais il y a une symétrie sur l'aspect mental. Et au lieu d'avoir des localisations physiques, tu as des localisations émotionnelles, c'est-à-dire la colère, la tristesse, l'impuissance, l'anxiété. Là, ils ne me reviennent pas tous, mais ils sont 6. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui te bluffait là tout à l'heure, peut-être que la façon qu'il a eu de te bluffer, de par son jet, c'était sur ta colère. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tu vas regarder si le caractère de ton personnage, qui est défini au départ de sa création, ton caractère va te protéger sur certaines émotions. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, il ne sera pas protégé sur la colère. Tu vois? Et donc, déjà, potentiellement, ton caractère va pouvoir te protéger. Mais en plus, le fait de savoir que, par exemple, c'est sur la colère, ça va apporter du roleplay. Et pas un roleplay qui est difficile à faire, c'est-à-dire pas un roleplay... le roleplay, souvent, on a tous envie de faire ça, on a tous envie d'être des acteurs, mais on n'est pas tous des acteurs. C'est difficile d'imaginer un comportement, c'est même difficile d'imaginer la logique d'une autre personne que nous. Comment réagirait mon personnage? Alors, c'est passionnant, il faut continuer de le faire, hein, évidemment, mais c'est pas facile. Et là, tout d'un coup, en fait, à chaque
comment dire, à chaque conflit où le social va pouvoir se mêler, le psychologique, le social va pouvoir se mêler même au physique, donc en pleine scène d'action, tu vois, tu peux intimider quelqu'un, etc., etc. Tu vas aussi pouvoir jouer l'émotion, et jouer l'émotion, c'est très facile. Tout le monde sait s'énerver. Tout le monde sait ce que ça veut dire d'être triste. Aussi, tout le monde sait que toi, je sais pas quoi faire, je me sens impuissant. Ou au contraire, je suis anxieux et tout d'un coup, je parle, je stresse, etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était une mécanique vraiment hyper intéressante. Je l'ai jamais vue ailleurs, de mettre les émotions en fait au centre de quelque chose qui va aussi pouvoir nous aider dans le roleplay, quoi. Voilà. Tu me dis plein de choses et j'ai à peu près 34 questions avec genre les 5 dernières minutes qu'on vient d'avoir. Allez, j'ai arrêté. Non, mais je vais essayer de faire ça, essayer de faire ça un peu en rafale. J'ai première question en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as eu des tests, des playtests, dans lesquels, parce que je sais, ça fait partie des choses, durant le mois d'octobre, j'ai lu beaucoup sur le sujet, j'ai lu beaucoup justement sur ce qui touchait les mécaniques de santé mentale, de volonté, de tout ce qui touche vraiment on va dire le réflexe mental des gens et tout ça. Et je suis curieux de savoir, est-ce que tu as eu des retours de playtests sur des joueurs et joueuses qui étaient peut-être un peu moins friands de cet aspect-là, dans l'optique où parfois certaines personnes vont moins apprécier lorsqu'on va un peu forcer, pas nécessairement forcer, mais lorsque les mécaniques de jeu viennent instaurer justement une manière on va dire, de se comporter, va instaurer une façon de devoir jouer une émotion, de devoir réagir face à une menace, t'sais, devoir jouer la crise, devoir jouer on dirait quelque chose qui est contre-intuitif à ce que ton personnage ferait normalement. Je sais qu'il y a parfois une certaine résistance à ça. Je serais curieux de savoir si tu l'as connu dans tes tests. Eh ben moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai vu, si tu veux. Okay. Parce que, en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, dans la règle, c'est bien précisé que les joueurs et les joueuses, ils ont toujours le choix de la réaction de leur personnage. Donc déjà, ils sont en confiance vis-à-vis de cette chose. La règle ne pourra jamais les pousser à devoir se comporter autrement qu'ils le veulent. En revanche, la règle va les forcer à réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire, tu suis pas la réussite mentale qui a eu lieu en face de toi et qui t'influence, eh bien, tu en subis des conséquences. Tu joues comme tu veux, mais tu en subis des conséquences. Ce qui fait que c'est toi qui choisis à la fin. Tu vois, c'est plus facile de choisir un truc qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on l'a choisi soi-même que quand c'est le MJ qui te dit non, c'est comme ça et pas autrement parce que la règle te dit ça, tu vois. Et c'est là qu'il y a des résistances. Donc du coup, il y a plutôt moins de résistance. Et après, sur les émotions, ça reste plus facile à faire. Et c'est pas une injonction. Parce que tu as juste besoin de dire mon personnage se met en colère. Tu vois, t'es pas obligé de jouer la colère. Donc il n'y a pas d'injonction au roleplay. Je pousse personne à faire du roleplay d'une certaine manière. Les gens jouent comme ils veulent. Mais par contre, ils peuvent s'imaginer que leur personnage est en colère. Et donc, ce qui n'arrive jamais, enfin, ce qui arrive rarement au jeu de rôle. Et quand ça arrive, souvent, c'est le MJ qui te force, du coup. Qui te dit, mais non, mais là, tu deviens en colère. Et du coup, c'est pas forcément agréable parce que c'est arbitraire. Et au même titre que quand le MJ te dit je t'ai touché mais t'as pas lancé les dés, quoi. En gros, c'est un peu pareil, quoi. Tu dis non, j'ai pas envie de perdre des points de vie alors que t'as pas lancé les dés. Là c'est un peu pareil, j'ai pas envie d'être en colère si t'as pas lancé les dés pour me dire que je suis en colère, que ça me touche la colère, quoi. Mais c'est pour ça aussi. J'avais hâte de voir si. En fait, cet aspect-là, justement, vient un peu contrebalancer cet effet-là qu'on peut voir souvent dans les jeux. Et je trouve ça vraiment intéressant en ce sens. Et dans l'optique où quelqu'un, j'imagine, puisque ça demeure un jeu qui a un aspect de survie qui demeure assez importante, j'imagine que dans le cas où quelqu'un accumule plusieurs blessures, il peut finir par en mourir, mais si quelqu'un accumule plusieurs chemins de ses blessures psychiques, est-ce qu'en quelque sorte, éventuellement, il perd carte avec la réalité? Qu'est-ce qui arrive? Alors, pour vraiment atteindre le niveau sur le côté mental, je parle, parce que on a parlé du côté physique, c'est la question de la prise en charge. Mais sur le côté mental, du coup, on va retrouver la même chose, sauf que c'est beaucoup plus dur niveau mental
Enfin, c'est beaucoup plus dur. En fait, si on n'avait pas inventé les armes à feu, tu vois, comment dire, ce serait aussi dur de mourir Oui, en vrai, effectivement. quoi. Donc voilà. Mais donc, on va avoir un petit peu la même problématique. Ça va être une problématique de prise en charge, c'est-à-dire que tu vas être blessé, tu vas avoir ces malus, tu vas pouvoir essayer de, si tu as envie de le jouer de manière RP, parce que si ton personnage, il a tellement été traumatisé, par exemple, et qu'il s'est pris trois malus d'impuissance, mais qui sont pas des malus temporaires, tu vois, qui ont une fréquence élevée en mois, en semaines, voilà, eh ben, ça veut dire qu'un peu continuellement, tu vas pouvoir jouer ton personnage qui est dans l'impuissance parce qu'il subit ça. Et la prise en charge va être importante. C'est-à-dire que de toute manière, le temps répare. Et c'est Mhm. ça qui est bien avec la fréquence, c'est que de toute manière, ça va prendre un certain temps, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y a une fréquence, admettons que tu as des malus en semaine, bah, toutes les semaines, tu as 50% de chance d'en enlever un, tu vois. Donc il y a un Mhm. moment, fatalement, tu vas les enlever. Euh, et soit c'est le temps, soit eh ben, les autres personnages vont pouvoir aussi t'aider. Alors il se trouve que j'avais pas la place de tout mettre dans le premier bouquin niveau règles, mais j'ai voulu mettre tout ce qu'il fallait pour que ce soit complet. Mais par exemple, les armes sociales, j'ai mis les armes sociales, tu sais, plutôt quand même celles où c'est pas forcément pour provoquer des trucs bénéfiques, quoi. Donc le Mhm. bluff, l'intimidation, la persuasion, la négociation, etc. J'ai mis qu'une seule arme sociale qui fait du bien, qui s'appelle apaisement. Et par exemple, celle-là, elle va déjà pouvoir aider parce qu'elle va pouvoir t'aider à enlever des malus plus rapidement. Tu vois. Et il y aura d'autres armes sociales autour aussi de la joie, de la confiance, plus tard dans le deuxième volume pour développer ces trucs-là. Mais donc, c'est aussi une question de prise en charge. Note que la mécanique peut donner l'impression que quoi qu'il arrive, on va se soigner et donc on meurt jamais. Mais il se Mhm. trouve que comme tu fais un jet quand même, qui est un jet de chance à chaque fréquence, eh ben, tu peux te retrouver avec un échec critique sur un jet comme ça. Et donc, un échec critique, potentiellement, bah, voilà, c'est le côté séquelle, quelque chose qui peut rester plus longtemps, qui va être plus Ouais. dur à soigner, et voire qui peut, à un moment, bah, voilà, qui peut aller un peu plus loin. Donc, c'est quand même pris, on peut mourir, on peut même mourir de folie dans le jeu, quand bien même, euh, je dirais, du point de vue des armes qu'on peut utiliser contre les gens, on meurt quand même plus facilement avec des armes physiques qu'avec des armes mentales. Mais je pense que c'est un Mhm. peu le cas dans la vie, hein. Même quand Oui. on est très traumatisé, on s'en sort. Et en fait, on Ouais. voit des zombies. Donc la première fois qu'on voit un zombie, on prend cher. Mais après, bon, les zombies font partie du monde réel. Donc on se retrouve plus dans cette situation un petit peu Lovecraftienne de on voit un Mhm. truc horrible, fantastique qui nous traumatise, quoi. OK. Dernière question, je te dirais plus mécanique. Après ça, je vais aller dans un autre sujet plus sur la gestion du projet et tout ça. Je serais curieux de savoir parce que ça demeure que c'est un jeu de zombies. Oui, l'être humain est au centre on va dire, des conflits et comme tu l'as mentionné si bien, tu veux vraiment mettre l'aspect sur l'aspect social, les relations, tu sais, le risque, la plus grande menace reste l'homme souvent, comme on peut voir justement les BD de Walking Dead par exemple ou d'autres ouvrages semblables. Et je serais curieux, en fait, maintenant juste que tu me dises brièvement un peu la mécanique justement de contamination fonctionne comment? Parce qu'il doit en avoir une. Ça risque. Oui, Tout j'imagine. à fait. Oui. Donc là, comme je t'ai dit, le but, c'est que ce jeu, ce soit un jeu de boîte à outils. Donc ça veut dire que je vais en développer Mhm. plein de différentes de contamination. Dans le premier bouquin, j'en ai mis trois, histoire de montrer qu'on peut en faire des différentes, qu'on n'oublie pas que, voilà, moi, je ne suis pas là pour limiter les gens sur la vision qui va être plutôt développée dans mes scénarios, mais qu'ils peuvent Mhm. faire ce qu'ils veulent. Donc si vous voulez faire, dès ce premier volume, une contamination où dès que vous êtes mordu, vous transformer en zombie, vous pouvez. Mais moi, j'avais besoin d'exorciser le Covid et j'avais aussi besoin, j'avais envie plutôt à travers mes scénarios, d'explorer le côté très réaliste et donc très profond Mhm. de, de quelque chose qui pourrait se passer quasiment, tu vois. Et en plus qu'on a vécu et qui nous a. Enfin, moi, j'avais besoin d'exorciser un peu la Covid, quoi. Donc je suis parti sur mes scénarios sur un virus, le virus Z, qui s'appelle, voilà, qui est vraiment
qui a des rapports très clairs avec la Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut choper le virus dans un environnement confiné où il y a eu des zombies, par exemple, qui sont restés suffisamment longtemps. OK. Les chances sont faibles, heureusement, parce que le but, c'est pas. Voilà, il faut qu'il y ait une jouabilité malgré tout aussi dans le jeu. Mais ça, elle existe. Et je trouvais intéressant qu'elle existe, parce que ça va induire des comportements de jeu vis-à-vis de faut prendre l'air, ou. Enfin bref. Et l'autre aspect, c'est du coup, il y a une contamination dans le sang. Tu vois, ça peut être quand on est mordu ou si on fait des transfusions sanguines avec des gens qui sont contaminés, etc. Et là, évidemment, ça va être beaucoup plus dangereux, mais il y a deux étapes. Donc, comme la maladie Covid, il y a une étape de contamination qui est est-ce que tu es contaminé, quoi? Est-ce que le virus vraiment déjà il prend ou est-ce qu'il est mort avant et il te fait rien, quoi? Donc là, tu as un pourcentage de chance, enfin de malchance, de le choper, qui est pas très élevé, qui est entre 40 et 50%, voilà, grosso modo, suivant les cas. Et ensuite, si tu es contaminé, il y a deux solutions. Soit tu développes la maladie, enfin, non, tu es contaminé, donc il y a la maladie, soit la maladie s'exprime et potentiellement peut même te tuer, soit la maladie se voit à peine. Toi, tu es peut-être un petit peu enrhumé et tu n'as rien. D'accord? Tu es presque asymptomatique. Voilà, tu es asymptomatique ou pas. Et là, c'est un deuxième jet. Qui est un jet voilà. Et ce deuxième jet, il va décider si tu meurs ou pas. Alors évidemment, j'ai inclus aussi dans ce truc-là, parce que je trouvais ça très intéressant aussi du point de vue, moi, pour mes scénarios, de comment la contamination va se répandre pendant cette pandémie mondiale de 2029, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec des individus âgés qui vont avoir beaucoup plus de chances de contracter la maladie mortelle, tu vois, de développer la maladie mortelle qui va les tuer, alors que chez les jeunes, ça va pas te tuer. Tu vois, il y a très peu de chances que ça t'emmène vers la mort. Donc, on n'est pas tous égaux, tu vois, par rapport à ça. Cela dit, après, comment ça se passe? Parce qu'on n'a toujours pas de zombies, là, on a juste une maladie, tu vois. Si on est contaminé, qu'on soit symptomatique ou pas, ça veut dire qu'on a la maladie. Et une fois qu'on a la maladie, le jour où on meurt, on se réveille zombie. OK. Quoi qu'il arrive, si on a eu la maladie. Donc, et là, on va recouper de manière intéressante ce que je viens de te dire sur les jeunes et les vieux. Parce que les vieux, quand ils meurent, leur corps, il met un certain temps avant de se réanimer, parce qu'ils sont vieux. D'accord? Donc, tu auras peut-être même le temps de faire l'enterrement et tu ne sauras jamais qu'il s'est réveillé en zombie dans son cercueil. En revanche, quand tu es jeune, que tu as contracté la maladie et que, je sais pas, tu meurs de mort violente, tu vois, tu as un accident de voiture, eh bien, tu te réveilles en zombie pratiquement instantanément, en quelques rounds. Okay. Et donc, on va se retrouver avec une gestion de la maladie, de la pandémie, qui va permettre que quand l'outbreak arrive en 2029, c'est-à-dire que les premiers zombies apparaissent, on ne soit pas dans une déferlante de zombies. Et on va pouvoir installer des climats, une société qui essaye de répondre, et qui a du mal au début, parce qu'elle va avoir du mal à admettre que ça existe. Et donc, on va pouvoir profiter des moments d'outbreak que moi je trouve assez géniaux en général. Je repense toujours aux scènes d'intro de The Last of Us, mais même The Last of Us, il y a très très vite des zombies partout, quoi. Mais on a pu voir dans certains autres films ou séries des épisodes d'outbreak qui sont vraiment chouettes parce que justement on peut installer plein de trucs intéressants. Et donc on va avoir des zombies vieux, mais qui vont mettre du temps déjà à se relever. Puis quand ils se relèvent, comme c'est des vieux, c'est pas des zombies très forts parce que leur corps il est faible, tu vois. Et à l'inverse, dès qu'il y a des scènes un peu violentes de guérilla ou de lutte de gang dans des quartiers, etc., tout d'un coup, là, il peut y avoir des éruptions de zombies très rapides qu'il faut contenir, mais que peut-être on va pouvoir contenir. Et donc, on va pouvoir créer un univers qui va pas être juste bon, les zombies arrivent ou ça y est, on est dans le monde post-apo, quoi. Mais on va avoir un monde plus complexe et aussi, j'espère, moins intéressant grâce à ce virus-là.
J'aime ça. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vois les possibilités. Tu sais, je suis en train d'imaginer les possibilités, justement, la variété que ça peut offrir. Alors, Damien, en fait, il me reste trois questions et une question bonus pour toi. Une dernière question qui va plus un peu conclure l'aspect mécanique du jeu parce que j'ai vu que tu avais annoncé, et je ne le savais pas en fait que tu allais annoncer ça, une licence de ton système descent. Et je serais curieux un peu de savoir qu'est-ce qui t'a, on va dire, encouragé à prendre cette avenue-là, de proposer en fait cette licence pour pouvoir permettre aux autres personnes de s'approprier en quelque sorte les mécaniques de jeu pour la conception d'aventures et autres. Déjà, comme je t'en ai parlé un petit peu, j'avais adoré le passage à la licence libre du D20 System à Mhm. l'époque, qui était devenu l'OGL. Je trouvais que c'était hyper fertile pour les gens et ça, en plus, ça libérait un petit peu toutes les énergies qu'on voit de fans quoi, qui veulent partager avec les autres ce qu'ils font sur Internet, etc. J'ai toujours trouvé ça bien. Et donc, il y avait déjà ça, ce prémisse-là. Et l'autre chose, c'est qu'en écrivant ce qui est finalement quand même le premier jeu de rôle que j'ai écrit vraiment tout seul, en termes de mécanique notamment, Mhm. enfin, et puis l'ensemble évidemment, c'est qu'en fait, finalement, on est un peu des DJ, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire les DJ, tu sais, ils utilisent la musique qui existe déjà, mais Mhm. ils la mélangent, ils en font un truc nouveau qui sonne nouveau, mais en fait, ils réutilisent des choses déjà existantes. Et, et vraiment, en travaillant vraiment un système pour la première fois profondément, on s'aperçoit à quel point, en fait, on est le produit de tout ce qu'on a Ouais. ingurgité avant. Et du coup, les mécaniques qu'on produit, même si elles ont une certaine originalité, qu'il y a des idées, tu vois, j'ai essayé de produire des choses nouvelles, je pense que ça s'est vu, mais, mais en fait, ce qu'on a fait nous par rapport à l'échelle de tout ce qui a été produit et dont on s'est inspiré, pour moi, un système de jeu, il est forcément en licence libre, en fait. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que on n'est que le produit de tous les autres et en plus sur des choses techniques. C'est-à-dire que oui, il y a des choix qui sont personnels. Je pense que ça se sent. Mhm. On voit bien que j'ai une certaine vision de ce qui est censé donner une impression réaliste à un jeu qui essaye de donner une impression de réalisme, même si c'est pas vraiment réaliste évidemment. Mais donc il y a des choix personnels, etc. Mais ça reste des règles de jeu, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas non plus la littérature, je dirais. C'est pas non plus de. Donc, pour moi, c'est très. En réalité, je l'ai mis en premier palier parce que je voulais mettre ça en avant pour que les gens soient au courant, etc. Mais, entre guillemets, si j'avais pas passé le premier palier, ça ne serait rien changé à ma vision des choses. Enfin, tous les systèmes de règles, je pense que j'écrirai seront en licence libre parce que pour ces raisons-là, quoi. OK. Ben écoute, je te lève mon chapeau en ce sens parce que c'est quelque chose qui demeure assez popularisé. Puis ça, j'en parle vraiment souvent dans des vidéos. Puis on dit, je suis un peu un défenseur de ça. Puis des fois, j'ai l'impression de un peu taper sur les nerfs avec tout ça. Mais c'est quelque chose qui est assez popularisé dans le monde anglophone. Mais en francophonie, c'est pas, on va dire, vraiment une habitude qui est tant vue que ça. D'ouvrir comme ça Ouais. une mécanique de jeu et même de proposer aux gens en fait de se l'approprier à sa façon. Fait que pour ça, je te lève mon chapeau. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être mentionné. Je trouve ça très cool. Il y en a eu quand même, hein, voilà, Oui, 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 il y en a, il y en a. Non, j'ai non, pas, comme je te voilà, dis, je suis, oui, ouais, il y en a, mais tu sais, je peux t'en nommer 30 en anglais, je peux t'en nommer comme 5 en français. Tu sais. Ça ressemble un peu à ça, là. Il y en a d'accord, vraiment, ouais, vraiment ouais, beaucoup. Et en ce je comprends. sens, mais je te lève quand même mon chapeau, je trouve que ça vaut vraiment la peine, puis c'est cool aussi d'en faire la promotion. Et accepte les fleurs, Damien. Puis tantôt, je te lance des fleurs, puis t'es comme, bon, non, je suis pas le premier, j'aime le DRP, des choses comme ça, accepte les fleurs. Ouais, mais tu sais, Euh, bref, ouais, ouais. c'est pas par rapport à moi. Quand je réagis comme ça, c'est vraiment pas par rapport à moi, c'est par rapport à la vision que j'ai des discussions de rôlistes vis-à-vis des jeux qui sortent. Oui. Euh, et que souvent, voilà, où on s'enflamme et tout d'un coup, un jeu, il a inventé un truc alors que c'est pas lui qui l'a inventé. Bah, tu vois, moi, Non, non, mais oui. j'aime Oui. bien rester quand même, tu vois, ça m'empêche pas de m'enthousiasmer en plus, Mhm. mais voilà, de pas prendre que les jeux ne prennent pas des lauriers juste parce qu'ils ont de la hype, en gros, qui prennent des lauriers Mhm. qu'ils ont pas. J'aime pas trop ça, donc je réagis souvent comme ça en général, quoi. Mais, mais, mais je comprends très bien C'est aussi ce pas que par tu fausse mentionnes. modestie ou truc comme ça, hein. C'est vraiment. Mhm.
Mais je comprends très bien ce que tu veux dire, puis c'est aussi pareil pour, un peu dans abonder dans le sens de ce que tu mentionnes concernant le fait qu'on est un peu la somme de tous les jeux qu'on a testés. Il n'y a rien qui, tu sais, la fameuse phrase on a appris dans nos cours de sciences physiques, là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça ressemble un peu à ça, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu, Ouais, on est un peu exactement. le Ouais. mélange de C'est tout une ça. bonne Puis, formule, hein. ouais, c'est une bonne formule, moi je trouve ça très cool. Mais puisque présentement, justement, cette vidéo porte sur zombiologie, ben, on va focuser ainsi sur zombiologie Ok. puis lui lancer des fleurs en ce sens. Mais j'abonde complètement dans ce que tu dis concernant le fait qu'il faut faire aussi attention et offrir les lauriers à ceux et ceux qui ont précédé et qui suivent également ce même chemin pour les pratiques qu'on apprécie et qu'on veut encourager dans le monde du jeu de rôle. Euh, Deux dernières questions peut-être, parce que je vois le temps quand même qui file. On va dire une question, parce que c'est pour ma curiosité, puis ma petite question bonus. Dernière question, parce que au début complètement de l'entrevue, complètement au début, tu as rapidement fait mention du fait de vouloir justement partager ta vision très, tu sais, vraiment très à toi du jeu de rôle de zombies via justement des modules de jeu, via des scénarios qui, selon toi, viennent taper et avoir une certaine approche qui va peut-être différencier de ce qu'on peut voir, par exemple, des autres jeux qui vont aborder les mêmes mécaniques, mais qui proviennent, par exemple, des États-Unis ou justement qui ont une autre mentalité en lien avec ça. Et je serais curieux d'un peu que tu fasses peut-être un pitch d'un de tes scénarios que tu as écrit pour montrer un peu la saveur bien à toi que tu apportes dans un de tes modules. Ok. Alors, c'est compliqué hein, de me demander de choisir. Il y en a 3 dans le livre de base, dont OK? les deux débuts de 2 campagnes différentes. J'ai un peu envie de te dire plutôt, je vais te pitcher rapidement les 3, je pense, parce que ça montrera un petit peu l'étendue de ce que je veux faire. C'est pas centré sur une façon de faire, justement. C'est que j'ai Mhm. vraiment envie d'explorer des choses un peu différentes. Donc, un truc qui était donc, dans chaque ouvrage de zombiologie, mon envie, c'est qu'il y ait à chaque fois un scénario one shot, ou Mhm. qu'on peut jouer en pure survie d'ailleurs, si on veut. Euh, un, un scénario d'une campagne bac à sable Mhm. où il est question de survivre et de gérer une communauté aussi, de faire survivre sa communauté pendant 1 an dans un État américain de Virginie occidentale, donc assez peu peuplé, qui est confiné pendant 1 an et dans lequel il y a la pandémie zombie en 2029. Donc vraiment très bac à sable, gestion de communauté, donc des scénarios plutôt très ouverts. Mhm. Et il y a le scénario d'une deuxième campagne, qui est la campagne Storyline, où là, les personnages vont se retrouver aux premières loges d'une sorte d'intrigue, d'enquête, pour essayer qui va les amener à découvrir les origines de cette pandémie zombie de 2029, qui est pleine de secrets et de secrets un peu de cet univers, on va dire. Mhm. Et, euh, et donc voilà. Donc vraiment, c'est des choses différentes. Et pareil, et le premier scénario one shot donc du bouquin, par exemple, je voulais vraiment que ce soit un truc très différent du classique de mon scénario de démo. Par exemple, le scénario de démo qui est aussi disponible gratuitement là, dans le livret de découverte sur la page du financement. C'est un scénario où en fait, j'en dis pas trop sur le contexte autour, mais c'est quand même des gens qui se retrouvent enfermés quelque part, même enchaînés les uns aux autres, et il y en a un qui est en train de se transformer en zombie, quoi. Donc, il va se passer plein de trucs, etc. C'est assez intense, mais je dirais, même s'il y a une part d'originalité dans la manière d'amener les choses, de la situation, et que c'est sympa, ça reste très classique zombie, on va dire. Mhm. Alors que donc dans ce scénario one shot du bouquin, je voulais faire autre chose, et donc c'est une enquête, une jeune fille qui a disparu après l'école. Les personnages sont des amis de la famille. Mhm. Et donc, tout le monde se met à rechercher Ashley. Où est passé Ashley? Et, c'est ce scénario-là, je l'ai joué en actual play. Il est disponible sur la chaîne Rollis Cathonique. Là, au moment où on se parle, il y a le deuxième épisode qui est diffusé. Euh, et donc, pareil, le groupe de jeu qui a joué avec moi euh, pendant hyper longtemps a oublié que c'était un jeu de zombies, tu vois, Ouais. parce OK. qu'en fait, je voulais montrer une enquête, etc. Et par contre, j'ai pu jouer assez subtilement avec l'arrivée d'un contexte et d'enjeux qui vont quand même
être lié aux zombies à un moment ou à un autre. Mais c'est une vraie enquête. Si vous aimez les enquêtes vraiment sympas, avec même du drame, tu vois, avec des émotions, des trucs un peu. Voilà, je vous invite à aller voir l'Actual Play, parce que vraiment, l'Actual Play, notamment le premier acte, il est hyper réussi et montre bien tous ces aspects-là, avec le côté, les PJ qui se mettent à comprendre ce qui se passe. À la fin de l'acte, tout seul en plus. Le MJ n'a pas besoin d'expliquer. J'ai passé beaucoup de temps à construire cette intrigue pour que les PJ vraiment se fassent des idées, etc., jusqu'au Mhm. moment où, quand ils recoupent les indices par eux-mêmes, en fait, et c'est le choc, quoi, derrière. Donc voilà. Mais par exemple, le premier épisode Storyline, de la campagne Storyline, il va y avoir pas mal d'actions, par exemple, parce que le thème de ce scénario, ce sera la panique chez les autres, de la foule, ou chez soi-même. J'essaie d'appliquer des thèmes, tu vois, au scénario pour Ouais, vraiment varier les choses, etc. Et ok. le bac à sable, faut savoir quand même que le premier épisode est pas très bac à sable, dans le sens où il faut installer en fait le bac à sable, c'est-à-dire installer les PJ dans cet état qui va être confiné. Et Mhm. donc, on a une première partie qui est un peu plus classique, je dirais, mais ça reste un scénario où on peut faire des choses très ouvertes. On sent bien la différence et ça va se renforcer avec le deuxième volume, avec notamment toutes les règles liées à la gestion bac à sable, avec, j'espère, de la place pour pas mal de tables aléatoires, de choses comme ça, pour que tout soit pas préconstruit. Mais il Mhm. va y avoir un fil rouge quand même sur cette campagne, des intrigues que moi j'ai envie de développer, qu'on va pouvoir utiliser, etc. OK. Mais très cool. Écoute, j'ai très hâte de lire tout ça parce que moi, je suis un grand amateur de modules et scénarios en général. C'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup à lire et à décortiquer. Fait que je vais me prendre je vais me faire un gros plaisir de lire le tout. Et on arrive ainsi, Damien, à ma question bonus. Question Ok, que j'ai préparée un peu en amont. je suis prêt. J'espère que t'es prêt. T'es prêt? Oui? OK. Je suis prêt, je suis chaud. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. En fait, c'est très simple. Je me suis sorti une courte liste, en fait, de films de zombies. Et j'aimerais ça que tu me dises un peu ton avis sur ceux-ci. Fait que je suis content que tu m'as dit au Ok, début, ok. dans le fond, que tu avais comme refait un peu la paix avec ça. Parce qu'au début, quand tu me dis j'écoute pas de films de zombies, j'étais comme, oh non, oh merde, ma question bonus. Mais Ah ouais, non, non, mais quand finalement, même, oui. je m'y suis mis à un moment. Par Ouais, contre, parfait. il y a plein de choses. Ouais, j'ai pas, j'ai encore plein de films sur ma liste, tu vois. Tu peux pas rattraper Non, quand non, tu non, t'y mais mets à plus de 30 ans, je- ouais. parce que j'ai commencé à regarder, j'avais plus de 30 ans, mais à ce moment-là, je regardais pas tout ce que je pouvais en zombie. Et donc, je regarde plus depuis que je prépare le jeu, Depuis, quoi, ouais. évidemment. Et en fait, justement, j'étais allé chercher des films. Il n'y en a pas beaucoup, là, c'est une courte liste, mais j'étais allé chercher des Vas-y, films qui, justement, viennent je suis taper chaud. différents genres de zombies. Parce que tu as mentionné Ouais, que le ok. premier porte un peu sur le classique zombie, tu sais, contamination et tout ça, mais qu'avec les autres livres, tu vas explorer possiblement plus l'aspect un peu plus fongique, peut-être même un peu plus la rage et les autres types de Ouais, zombies qu'on peut voir. Ainsi, le premier étant moi, un grand classique que j'ai beaucoup apprécié, c'est Le Retour des morts-vivants de 1985, celui ouais. avec dans le cimetière, puis le centre Et années crématoire. 80, quoi. Ouais, ouais, années 80, années 80. Je serais un C'est peu ça. en deux, trois Eh mots. ben, tu vois, alors en deux, trois mots, en le voyant tardivement comme moi, il a vieilli, tu vois, vraiment. Ouais. Mais je comprends pourquoi les gens l'ont aimé à l'époque. Euh, le truc que j'ai bien aimé, moi, que j'ai retenu de ce film-là, c'est le côté un peu occulte et Lovecraftien de l'origine zombie, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Ouais, ouais. les zombies là qui sont dans leur caisson, machin. J'ai trouvé ça très. Ouais, ça m'a fait penser visuellement aussi à des trucs un peu Lovecraftiens. Donc c'est surtout ça que j'ai retenu, en plus de la célèbre plantureuse femme couverte Qui de est dans... sang, Qui... Ouais, ok. Parfait. Bon, ben, ok. qui est Celui-là, assez célèbre qui dans est ce assez film-là, célèbre, quoi. ouais. Mais Oui. c'est surtout ça que j'ai retenu dans mon souvenir. Voilà, c'est vraiment l'image que j'en garde, quoi, de cette Ok. espèce de caisson étrange et de la manière, en fait, dont tout ça va partir en sucette. J'ai bien aimé tout le début, notamment, qui est autour de ça, ouais. Oui. Mais oui, mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça intéressant justement pour ça, parce que je trouve que l'évolution de la situation dérape Ouais. quand même à un bon rythme, et je trouve ça vraiment Oui, intéressant en ce ouais, ouais, c'est sens. vachement bien fait. C'est bien mené, hein. Oui. On évoque un autre. Ensuite, c'est un autre grand classique, justement, parce que
fait mention un peu de plus le zombie en lien avec la rage, et je fais mention de 28 jours plus tard. Ouais. Bah, tu joues plus tard, c'est un de ceux qui m'a le plus plu au moment où je l'ai regardé. C'était un de mes préférés, quoi, je dirais. Euh, je pense que ça tenait beaucoup à la réalisation, plus Mhm. qu'au type de zombie qu'ils ont choisi. Parce qu'en fait, le zombie très rapide, enragé, ça me plaît, mais c'est pas mon préféré, mais ça me plaît, donc tout va bien. Et le mode de contamination, par contre, ultra rapide, pour un jeu de rôle, en fait, c'est ingérable, quoi. Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? ça n'a pas de bon Et sens, c'est 30 ouais, secondes, c'est là, ouais. ingérable. Alors après, tu as des scènes fantastiques, tu vois, avec la goutte dans l'œil qui tombe et tout, Ouais. mais et donc j'ai voilà. Mais rétrospectivement, par rapport au jeu de rôle, finalement, les choses que j'ai gardées de ça, c'est des choses un peu accessoires. Par exemple, j'ai gardé. Je parlais du scénario de démo où tu es enfermé au début là, avec Mhm. quelqu'un qui va devenir un zombie. En fait, c'est un scénario que tu peux jouer dans le noir, parce que j'essaie de toujours mettre des idées de mise en scène dans les Hmm. scénarios. Et donc, tu peux commencer dans le noir avec toute une petite tupiote quand quelqu'un veut jeter un dé, tu vois, mais les gens se voient pas, se connaissent pas, etc., etc. Et je voulais qu'à un moment, quand la première porte s'ouvre sur l'extérieur, les gens subissent l'aveuglement, tu vois. Et genre, limite, tu as préparé ton coup comme MJ, tu appuies sur un bouton et là, c'est la lumière à fond. Et tu vis ce moment où tes yeux sont comme ça. Et en fait, tu es peut-être au milieu d'une scène d'action, tu vois. Et tu fais vivre en vrai ce que tes PJ. Et du coup, tu dis, ouais, mais ton PJ, il a des malus, là, t'as vu ce que ça t'a fait Ouais, quand t'as ouais, vu que ouais. j'entends la lumière sur arriver. Et ça, c'est la scène. J'hésite toujours, j'arrive plus à me souvenir si c'est la scène de 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard. Où il sort de la grange. Tu te souviens de cette scène en courant là? Et il part en fuyant. Et donc dans la grange, il fait tout noir, etc. Et tout d'un coup, il ouvre la Ouais, porte ouais, ouais. et on se prend la lumière. On avait limite l'impression que c'était la nuit, tu vois. Et voilà, c'est des trucs comme ça que j'ai gardé des détails, hein, mais Ouais. voilà. C'est l'intro de 28 semaines plus tard, qui est absolument mémorable. Cette Ouais, c'est intro-là, l'intro de 28 semaines plus tard. Ouais. Elle est c'est super. incroyable. Incroyable. OK, bon, Oui, parce que l'intro de 28 jours, c'est la sortie ouais, c'est comment ça, dire, c'est de du l'hôpital. singe. Ouais. Oui. Ah oui, les singes. Ouais. Ensuite, de deux, en fait, là, j'en ai mis deux en même temps parce que, comme ils sont un peu moins connus, mais je serais curieux de savoir si tu as écouté justement les films, deux films français qui parlent des zombies, que ce Oh, soit La nuit a dévoré le monde ou La Horde. alors, La nuit a dévoré le monde, tu vois, je le connais pas. OK? Et la Horde, je sais qu'il est dans ma liste, mais je l'ai pas OK. vu. OK. Ben, c'est En correct. fait, franchement, c'est moche, mais si tu me demandes de citer un film de zombies en français, je suis pas sûr d'en avoir regardé un seul. Et justement, quand j'ai entendu parler de la Horde, je me suis dit, il faut absolument que je le voie. Et donc, je l'ai mis de côté, mais je te dis ça, j'en ai entendu parler il y a quelques mois, quoi, tu vois. Mhm. Ben, écoute, il y en a, il y en a, si t'es Alors, tu me les intéressé, là. conseilles les deux? Tu me les Non, conseilles les deux? non. En fait, la nuit a dévoré le monde, oui. Je trouve ça D'accord. intéressant. La Horde, Ok. c'est un peu, ouais. Par Alors, contre, bon, si bah, t'es je vraiment, prendrai des notes ouais, après. ouais. Par contre, si t'es intéressé, il y en a deux que je voudrais te conseiller. Un qui est français, qui s'appelle Mads, qui est sorti en 2024, qui est réalisé par David Moreau, qui est vraiment, vraiment très cool. C'est un Ouais. film de zombies en plan séquence. Donc, tout le film est en plan Waouh. Ok. séquence. Et c'est vraiment très cool. Et l'autre, c'est un film québécois qui se nomme Les Affamés. Ah, Les Affamés, ok. qui est un film de Trop zombies bien. québécois. Fait Ok. que si jamais tu as l'occasion, je serais curieux d'avoir ton avis. Et finalement, ben, dernier film de zombies. Après ça, on a terminé. J'ai terminé pour de bon. Je serais curieux d'avoir ton avis. On va aller plus dans un petit peu plus classique. C'est L'Aube des Morts, mais version 2004 de Zack Snyder. Euh, Alors, en fait, sauf si je me trompe, hein, mais dans Mhm, mon souvenir, si c'est bien celui auquel je pense, j'en ai pas gardé grand-chose mhm, parce que il y a un côté agréable à regarder, etc. Mais en termes d'idées, euh, ouais. j'ai en fait, c'était, comment dire, une version assez, assez action d'un truc qui est bien fait, Mhm, qui est bien foutu. Mais je me souviens que dans mes notes,
si je confonds pas, mais comme c'est Snyder, je pense que je confonds pas. Dans mes notes, j'ai marqué juste une ligne, quoi. Tu vois, genre Ouais, pour me souvenir que pour me souvenir que je l'ai vu. Après, il y a l'histoire du véhicule là, qui est. Alors la scène, tu vois, la scène me revient même pas. Mais je me souviens qu'il y a un truc avec le gros véhicule à un moment, et puis il y a une scène sympa, mais voilà, j'en ai pas gardé énormément de souvenirs. C'est vrai que la déformation, c'est que je regarde les films de zombies pour y trouver des idées, tu vois, pour puiser pour mes scénarios à moi, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc, parfois, j'oublie un peu de ça. Et donc voilà, j'en garde pas un gros souvenir. Moi, dans tout ce que j'ai regardé, il y a quelques trucs qui m'ont marqué et qui sont pas forcément les trucs les plus connus. Je parle parfois de Into the Flesh. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Ouais, une ouais, série de ouais. la BBC Ouais, où en avec, fait, Oui, vas-y, continue, continue. tu sais, en fait, il y a eu des zombies. Il y a eu comme une guerre contre les zombies parce que les humains se sont défendus, tu vois. Ouais, Et en fait, on a trouvé un remède, quasiment. ok. Ça veut dire qu'en injectant bien ce remède-là et en faisant attention avec un suivi psychologique, etc., pour s'assurer que, bah, comme quelqu'un qui a une maladie mentale, tu vois, où il a Mhm. besoin de prendre comment dire, ses gouttes, comme ils disent souvent, avec dégoût, parce que c'est dur d'avoir des maladies comme ça. J'ai un copain dont c'est le cas, je pense à lui. Et, euh, et donc, avec ce suivi et ce remède, ceux qui sont devenus zombies reprennent le contrôle de leur cerveau, en fait, et donc de leurs souvenirs, voilà. Et donc, ils se souviennent de ce qu'ils ont fait quand ils étaient zombies. Tu vois, des gens qu'ils ont Qui ont mangé. mangé, ouais, oui, oui, c'est ça. Voilà. Et l'histoire, c'est que les gens, du coup, reviennent chez eux. Notamment, c'est un gamin, enfin un Ok. ado qui revient chez lui. Et en fait, comment tu reprends la vie normale alors que peut-être tu as mangé ta voisine et que ton voisin, il te voit rentrer chez toi et en fait, tu es puni de rien parce que tu n'étais pas dans T'étais pas ton état toi-même, ouais. normal. Ouais. Et tu vois, et donc c'est hyper intéressant sur le zombie, mais sur plein d'autres choses. Et c'est pareil, c'est tout ce qui m'a un peu ouvert la tête sur. On peut faire plein de trucs différents avec les zombies. C'est des choses qui m'ont Ok. bien plu. Donc voilà, il y a Into the Flesh, etc. Puis après, il y a quand même des grands classiques parce que Oui, euh, c'est sûr. j'ai beaucoup aimé moi la première saison de Fear the Walking Dead, qui est le premier spin-off, Oui. parce que tout se passe pendant un outbreak et on prend le temps. On prend le temps, les zombies ils prennent le temps d'arriver avec Mhm. la société qui essaye de s'organiser, mais maladroitement, tu vois. Et avec ce quartier qui est confiné, les gens ne savent pas trop pourquoi ils sont confinés, ça amène des tensions, des trucs. Et c'est des super scénarios à jouer. Et donc ça m'avait aussi bien plu et ça Oui, m'avait oui, c'est motivé cool à me ça. dire, je commence par l'Outbreak et j'en profite parce que l'Outbreak, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as vu Voilà. Dead Set? Dead Set, non. C'est une série UK, justement. C'est parce qu'au début, je pensais que tu parlais d'elle. Je pensais que tu parlais de ça. C'est une série C'est une anglaise. série anglaise, ouais. Et vois-tu, je pense que c'est aussi, tu sais, la prémisse est intéressante dans le contexte où ça peut être intéressant pour une partie, je pense, de zombiologie, dans le contexte où ça se déroule durant une émission de télé-réalité avec des gens qui Ah sont, dans oui. le fond, enfermés dans une maison et qui n'ont pas contact avec l'extérieur et qui vivent leur quotidien d'une télé-réalité avec les amours, les tristes, les peines et tout ça. Et il se passe en fait un outbreak de zombies à l'extérieur du contexte de la maison de Ouais. télé-réalité, mais ils n'en sont pas conscients jusqu'à ce Alors en qu'ils en fait, soient je vois conscients très bien ce que éventuellement. c'est. J'ai commencé le premier épisode et puis derrière, c'est plutôt un problème de temps. Et donc, OK. j'ai pas continué. En fait, le concept est tellement fort que, en termes d'idées, tu vois, parce qu'en fait, je trie pas mal aussi. Par Oui. exemple, j'accumule vachement de docs, mais je peux pas tout lire d'un coup avant d'écrire mon jeu, parce Mhm. qu'en termes de temps, c'est ingérable. Ah ben oui, ça c'est Donc, dès impossible. que je vois que la thématique, elle est intéressante, mais en fait, pour moi, ce sera plus un bouquin futur, je mets de côté. Donc là, alors il y a un côté Outbreak, mais il y a un côté télé-réalité. Et, et je savais que dans mes scénars du premier bouquin, j'avais déjà mes scénars. OK. Donc je l'ai mis de côté pour plus tard, Oui, oui, pour pas trop. Ouais, pour je voir comprends. si j'en Je tire comprends. Ah, quelque ouais, ouais. chose. Je Tu vois, comprends parce que très bien. j'ai pas Ben, le temps. Faut que je sois hyper. Faut que je sois. Ouais, je choisis vraiment en fonction de ce que j'ai le temps de regarder mhm. pour des trucs qui sont du moment, quoi.
Et Ouais, c'est pareil ouais, en jeu de rôle. Par exemple, j'ai en jeu de rôle zombie ou il y a d'autres jeux de rôle qui m'intéressent, etc. Notamment, par exemple, tous les jeux de rôle bac à sable qui m'intéressent et que j'ai pas encore lus, je les ai tous mis de côté et pour commencer à les lire en fait maintenant, parce que je sais que je veux mettre mes règles bac à sable, vraiment le corpus du bac à sable ouais. dans le deuxième volume. Mais sur le premier, bah non, je les ai mis de côté quoi, et j'ai pas mis le nez dedans. Alors j'ai des copains qui me disent mais attends c'est super bien, il faut absolument que tu le lises et tout. Mais ouais, mais je peux Oui, c'est pas. ça, t'as pas Voilà. le temps, mais Déjà, non. déjà je décortique un jeu chaque mois sur la chaîne. Enfin le temps manque énormément Oui, pour visionner, pour lire, c'est vraiment pas facile à gérer ça. je comprends. Mais écoute, je trouve que c'est un beau mot de la fin dans le contexte où je voudrais te remercier d'avoir pris le temps d'être venu échanger avec moi sur ton Vraiment, jeu. je suis ravi. J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'aimerais Ouais, que tu rappelles vraiment. peut-être pour C'est les vraiment un gens. plaisir à chaque fois, Ben Pépé, écoute, on, on- le dialogue, les questions que tu poses et ouais. tout. On J'ai se passé parle. une très bonne soirée en ta compagnie. Ben, ça me fait vraiment plaisir. On se parle une fois par année, à peu près, en personne. C'est à peu près ça que ça donne. Une fois par année en visio, ça me fait toujours plaisir. Et pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais que tu rappelles un peu à quel endroit ils peuvent. Bien entendu, je rappelle que tous les liens disponibles, autant pour l'actualité que tu as mentionné que pour la campagne de financement, c'est dans la description de la vidéo. Mais j'aimerais ça que tu le rappelles pour les gens qui nous écoutent en audio parce que c'est pas sur une plateforme habituelle, tu sais, qu'on connaît vraiment Oui. rapidement. J'aimerais ça que tu fasses un peu mention. Où est-ce qu'on peut trouver Zombiologie? On peut trouver Zombiologie donc sur le site rolliscatonic.com, qui est le site qui correspond à la chaîne Rollis Cathonique que j'anime sur YouTube et Twitch. Mhm. Et j'ai développé moi-même un module de crowdfunding pour pouvoir tout gérer de chez moi. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des royautés à payer hein, sur les plateformes. Et comme j'étais en capacité de le faire, et ben, je me suis dit, les 5 à 8% qu'on donne aux plateformes, c'est peut-être que l'argent dont j'aurais besoin, moi, pour continuer mes projets. Mhm. Parce que j'essaye de vivre à plein temps de ce que je fais sur la chaîne et qui est gratuit pour tout le monde, mais où j'ai des soutiens Tipeee pour les gens qui veulent que ça continue. Et d'ailleurs, la page a été comment dire, enfin, a dépassé mes espérances de départ. Et ça permet que ça puisse continuer. Et donc, l'édition d'un jeu, et c'est les deux qui sont censés se mélanger pour me permettre de tirer suffisamment d'argent pour que je puisse continuer ça à plein temps, ce qui serait vraiment qui est le rêve absolu pour moi. Voilà. Bon, ben, parfait. Donc, je Donc, sur croise le les site doigts. de. On se Donc, croise les doigts. n'hésitez pas à tenter l'aventure Zombiologie pour m'aider, Oui, oui, même si d'ailleurs, je puis. préfère que vous l'achetiez parce qu'il vous intéresse le jeu. Oui, ben oui. D'ailleurs, justement, je le rappeler, sur le site sur ton site de financement, il y a un livret découverte pour le système de jeu ainsi qu'un Tout à fait. scénario qui est disponible. Donc, si vous voulez avoir accès à tout ça, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous encourage fortement à aller encourager le projet de Damien. Et je Et vois puis, que tu voulais dire j'encourage quelque chose. les Québécois, quand Oui? ils ont des questions, à me contacter directement, à m'en parler. Euh, Parce que j'ai un peu de Français qui vivent au Québec, qui suivent la chaîne, mais pas forcément de Québécois. Je pense que c'est des questions d'algorithme aussi. Je crois que ça voyage pas Ouais, toujours très bien d'un pays à un autre. ouais. Mais en tout cas, si vous êtes québécois, c'est pas parce que j'habite loin et que je suis français que si vous avez des questions ou si vous avez d'échanger Oui, avec moi, j'essaie toujours de répondre aux gens. Donc, n'hésitez surtout pas, oui, vraiment oui. sur les réseaux sociaux, à communiquer avec moi, quoi. Oui, puis vous allez voir, Damien, il comprend très bien le patois québécois, fait que vous pouvez lui écrire Ouais. Alors, j'ai en toujours envie québécois. de sortir des gros mots, mais pour vous, c'est des gros mots, alors que pour moi, Oui. c'est drôle. Donc, je le fais pas. Je... C'est gentil pour la monétisation de la chaîne, c'est gentil. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Damien, d'avoir pris le temps de nous avoir présenté ton projet. Bien entendu, les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous encourage à suivre le tout. Peut-être un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Si vous avez des questions, comme le dit Damien, vous pouvez y écrire directement. Vous pouvez aussi les écrire dans justement les commentaires de cette vidéo si jamais vous voulez avoir des questions. Vous avez des suggestions, commentaires concernant le financement et autres questions entourant le projet. Sinon, eh bien, pour les autres, ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, merci beaucoup, Damien, et on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye, merci à toi.